Un bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de votre Guyane Soir, des perturbations au CCAS de Saint-Laurent-du-Maroni. Une partie des agents du centre communautaire d'action sociale était en grève. Un mouvement à l'appel de l'UNSA territoriale. Nous verrons quelles sont les solutions qui ont été apportées aux revendications. Ce soir, dans le dossier de la rédaction, on se penche sur la permaculture, une approche ancestrale qui s'adapte à l'environnement, la nature. Nous avons rencontré des adeptes de cette pratique. Et puis pour finir ce concours d'éloquence ou l'art de bien s'exprimer, les finalistes de l'Académie de Guyane se sont départagés sur scène. Ils ont dû convaincre par les mots et certains sont déjà très talentueux. Le personnel se dit en souffrance. La moitié des agents du CCAS de Saint-Laurent-du-Maroni a cessé le travail ce matin. Ces employés du Centre communautaire d'action sociale sont soutenus par le syndicat UNSA territorial Ouest Guyane. Parmi les griefs, un management jugé autoritaire. Une réunion d'urgence s'est tenue. On fait le point avec Terence Moy et Ingrid Sauceisma. Oui, c'est une réunion de plus de 4 heures qui vient tout juste de se terminer. Elle a réuni la présidente du CCAS et les employés qui avaient de nombreux points de revendication. Inégalité dans l'attribution et la revalorisation des primes, établir une vision claire dans le plan de carrière des agents, mais surtout une absence de relations saines entre la direction et les ressources humaines. Je suis avec la présidente du CCAS, Madame Sophie Charles. Vous êtes venue à la rencontre des agents. Une solution a été trouvée, il me semble, pour plusieurs revendications. Bonjour, effectivement, nous avons trouvé une solution pour toutes les revendications. Il était important pour nous que les salariés du CCAS se sentent bien pour accueillir les populations qui sont déjà elles-mêmes en souffrance souvent. Donc c'est un travail commun que nous avons fait pendant 4 heures et peut-être que c'est quelque chose que nous devrions faire plus souvent. Je suis également avec Clotilde Nanou, la responsable du pôle social au CCAS, qui était au cœur des revendications et des débats. Au bout de cette longue réunion, vous avez le sentiment que les relations peuvent s'apaiser avec la hiérarchie ? Alors en tout cas, l'autorité a pu répondre de façon en tout cas favorable à l'ensemble des points. Nous sommes parvenus à un accord et on espère vivement que cet engagement soit honoré, même si on n'en doute pas du tout. Sur la question relationnelle et la cohésion, je pense que ce point-là a été entendu. Au niveau des lignes directrices de gestion et l'avancement des carrières des agents, nous avons enfin été entendus. Voilà, donc une situation tendue ce matin, totalement résolue en fin de journée. Merci Terence Moy pour les précisions. Les questions et les zones d'ombre sont encore nombreuses après la mort d'un homme abattu par un gendarme. C'était le 24 mai dernier à Saint-Laurent-du-Maroni lors d'une intervention. Un drame qui pose la question de la légitime défense dans le cadre du maintien de l'ordre. Le décryptage de Guillaume Perrault. Attention, certaines images peuvent choquer. Mercredi 24 mai, en fin de matinée, des gendarmes mobiles patrouillent dans Saint-Laurent-du-Maroni. Non loin du collège Albert-Londres, ils surprennent Charles Pocal en train de détériorer un véhicule. Mais l'intervention tourne mal. Sur cette vidéo qui peut heurter, on aperçoit 3 gendarmes entourant l'homme de 42 ans qui semble tenir un objet à la main. À la fin de la vidéo, Charles Pocal se met à courir en direction d'un gendarme qui ouvre le feu. Chez les policiers et gendarmes, l'usage des armes est réglementé et régi par l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Les gendarmes apprennent le maniement des armes durant leur formation initiale en école pendant 9 mois. Puis chaque année, ils ont 4 heures de théorie et de la pratique au stand de tir encadré par un moniteur professionnel. Chaque utilisation d'armes à feu en intervention entraîne une enquête pour déterminer si l'usage de la force est conforme à la loi. À cette heure, le procureur de la République n'a pas communiqué sur l'affaire. Fin de l'exercice Morpho. Il s'est achevé avec l'évacuation des patients et blessés sur le tarmac de l'aéroport Félix Éboué de Cayenne. Un dispositif sanitaire grandeur nature qui a mobilisé pendant 4 jours des centaines de personnes sur le terrain au plus près des victimes et dans les bureaux. L'occasion d'en tirer un bilan. Le reportage de Clotilde Séraphin, Georges et Martial Gritta.
Sur le tarmac de l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué, ce gros porteur, un A350-900, doit transporter 42 patients dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Cette opération, l'épilogue de l'exercice Morpho, qui a mobilisé pendant 4 jours d'importants moyens humains et matériels des Antilles et de la France hexagonale. Dans la région, c'est la première opération d'une telle envergure visant à coordonner un grand nombre de moyens médicaux dans le cas où les hôpitaux de Guyane seraient saturés à cause d'une crise ou suite à une catastrophe. La communication s'est révélée prépondérante. Les services publics, privés, le sanitaire et les secours, les pompiers, l'armée et le civil, tout ça a travaillé ensemble. Les agences régionales de santé des Antilles, de Guyane, de métropole, tout le monde a travaillé ensemble. Ça veut dire que cette communication, il fallait la découvrir et comme ça les gens se connaissent. Et c'est très important dans ces situations-là. Le professeur Lameau, à la tête d'une délégation de quelques 160 personnels et cadres médicaux qui valident le test. Sur un exercice de catastrophe comme ça, interterritorial, ça nous permet d'avoir une vision plus globale de ce qu'est la France. La France, c'est pas aussi que la métropole, c'est aussi les Outre-mer. Il s'agit du plus grand exercice opéré par les SAMU de régions différentes sur le territoire national et singulièrement dans l'arc Caraïbe, Guyane. Et donc, avec un lot national conséquent, nous avons démontré qu'il y a la possibilité d'effectuer des évacuations sanitaires de masse sur un des points de l'outre-mer, le département français d'Amérique. Et alors que l'on entrevoit la transposabilité de cette organisation dans de multiples régions, il se dit aussi que la Guyane pourrait, selon certaines conditions, proposer ses services pour sauver des vies. Il y a la possibilité de médicaliser une région qui a besoin d'appui sanitaire, à condition que nous arrivions avec du personnel compétent et le renfort nécessaire. La Guyane pourra avoir le soutien ou elle pourra apporter son soutien. Bien évidemment que s'il y avait des places, je suis sûr que les autorités sanitaires, l'ARS, l'hôpital de Guyane prendraient des malades immédiatement. C'est de la solidarité nationale, comme nous la jouons là pour les Guyanais. Les Guyanais, je suis sûr, la joueraient dans l'autre sens s'il y en avait besoin. Retour pour l'instant aux urgences, bien réelles celles-ci. Les équipes regagnent leur service aux Antilles aujourd'hui et demain dans l'Hexagone. On poursuit avec le programme Erasmus+, du 30 mai au 2 juin. Une semaine d'information est organisée à l'Université de Guyane. Il s'agit de mieux faire connaître ce dispositif de mobilité et d'échange porté par l'Union européenne. Entre 2021 et 2023, 33 projets guyanais ont ainsi vu le jour pour un budget de plus de 4 millions d'euros. Antonio Nardi, référent Erasmus pour le rectorat de Guyane, est au micro d'Isabelle Rouge et Frédéric Larzabal. Nous avons à peu près plus de 15 établissements accrédités donc, qui sont susceptibles de faire des mobilités d'élèves, d'étudiants et de personnes dans le cadre de l'éducation et de la formation professionnelle. Le programme Erasmus+ permet de faire des mobilités en Europe et aussi auprès des pays partenaires de l'Union européenne. Donc pour la Guyane et pour les étudiants, les élèves, les enseignants ou même les personnes à la recherche d'un emploi, Erasmus+, ça permet une ouverture à l'international, de développer des compétences culturelles, professionnelles et aussi de perfectionner une langue étrangère. Il y a une augmentation du budget qui correspond à peu près à 80% de ce qui existait auparavant. Donc le programme précédent, 2014-2020, nous étions sur 14 milliards d'euros. Là, nous sommes sur un budget de 26 milliards d'euros pour 2021-2027. Connaissez-vous la permaculture? Cette pratique proche de la nature est plus complète que l'agriculture biologique. Entre autosuffisance alimentaire et reconnexion avec la nature, nous verrons quels sont les grands principes de la permaculture. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Alexandra Silbert et Frédéric Larzabal. Nous avons des trois qui commencent à paumer. Roger Marcourt est agriculteur depuis 1987. Sur ses 6 hectares de terre à Macouria, des arbres fruitiers, des racines et du maraîchage en permaculture. Une pratique dont il a hérité. Les esclaves à leur jardin marron où ils pouvaient produire ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Ensuite, il y a l'abolition, avec l'abolition, la mise en place des abattis. Les grandes familles faisaient leurs abattis, ainsi on pouvait avoir des légumes à volonté sur Cayenne. Aujourd'hui, la permazonie, c'est un mix de tout ça. Et aujourd'hui, grâce aux anciens d'Irakubo, avec lesquels j'ai appris beaucoup et ils m'ont donné beaucoup de secrets, aujourd'hui, j'applique, j'améliore et je dispose d'un outil qui me permet de produire en quantité et en qualité.
La permaculture est une façon de cultiver aux valeurs fortes, préserver la nature, l'homme avec un grand H et partager. À cette philosophie s'ajoute la technique, une production circulaire avec le moins d'intrants possible pour viser l'autonomie. Avec l'herbe du jardin, le fumier des poules qu'on a dans le poulailler, le terreau et aussi un peu de fumier de cheval, on peut produire tout ce dont on a besoin pour se nourrir et avoir une autosuffisance familiale et aussi, quand il y a des surplus, de pouvoir les partager avec les amis et d'autres personnes. Il fait coco d'Achille. Roger Marcourt vend uniquement ce qui lui reste et varie les plantations selon la saison. Un rapport à la terre qui ne séduit pas encore les professionnels, mais plutôt un public averti. Alors ici, on est dans mon jardin nourricier. Donc je l'ai mis en place il y a 6 mois avec l'objectif de produire une partie de mon alimentation. Et voilà, donc j'achète très peu de choses ici, c'est que du recyclage quasiment. Pas d'eau de ville, c'est que de la récupération. Et voilà, déjà en 6 mois, je récolte toutes les semaines des légumes feuilles et des légumes. Voilà, 2 à 3 légumes. Et c'est qu'un début, parce que là, c'est le premier tour. Donc après, je vais augmenter la densité et je produirai encore plus. Laura de Matt-Pelors est spécialiste en santé du végétal. Elle accompagne les professionnels et les jardiniers amateurs. Son jardin personnel est un outil de démonstration. Ici, c'est un exemple d'association de cultures. Donc il y a des cultures nourricières. Il y a des tomates, il y a un papayer, il y a du pitaya, il y a des épinards sauvages. Il y a des plantes médicinales également. Donc il y a du thym, il y a juste devant là, de la feuille épaisse, de la mélisse. Là, on est vraiment dans une des pratiques courantes de la permaculture avec l'optimisation de l'espace et la diversification des productions. La permaculture répond aussi à l'enjeu de société qu'est l'autonomie alimentaire. Ce mode de culture révèle la quête de sens de ses adeptes. Quand on a besoin d'ancrage, on revient vers son environnement, on revient vers ses besoins vitaux. Et la nature, elle est là tout le temps. Encore plus en Guyane, elle est autour de nous. Donc c'est une source d'ancrage pour moi la plus évidente, la plus accessible. Permettre au plus grand nombre d'accéder à cette connaissance est un vœu cher à Roger Marcourt. Il a développé une méthode basée sur le savoir des anciens d'Amazonie, la permazonie. Quand il dispense des ateliers, il offre aux participants un livret contenant tous ses secrets. Je me suis engagé auprès des anciens, et même des très anciens, ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont encadré, ceux qui m'ont fait confiance, de divulguer, de vulgariser l'information. C'est une méthode qui s'apprend, qui est très facile, très facile. À partir du moment où un jeune découvre, il peut, même dans son jardin, commencer à faire de la permazonie. Roger Marcourt a choisi de faire passer la qualité de vie avant le profit et espère voir germer cette philosophie dans les jeunes esprits. L'inquiétude au Suriname qui doit faire face à une catastrophe écologique. Un bateau transportant plusieurs sacs de cyanure a chaviré dans le plus grand lac du Suriname, Brocopando. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme, un article de Tristan Desreudres à lire sur notre site internet. Parlons maintenant de l'orpaillage, mais au Venezuela, des chercheurs d'or travaillent dans des conditions très difficiles entre désir de sortir de la pauvreté et le risque sanitaire. Le reportage de Kelly Babo. Dans l'une des mines de l'État de Bolivar au nord du Venezuela, casser la roche est le quotidien de ces hommes à la recherche du précieux métal jaune. Dans une chaleur accablante, sans équipement et sans sécurité, ces hommes risquent le pire pour dégoter des petits morceaux d'or. Le voilà. C'est l'or dans ces fissures ici. Dans celles qui sont noires aussi. Un travail de dur labeur dans des conditions extrêmes. Pas de témoignages de mineurs face caméra, mais quelques mots aux journalistes sur place. Ça fait 2 ans que je travaille là, dans l'espoir d'acheter une maison et une voiture pour ma famille. Un autre mineur lui déclare: je suis ici pour avoir de quoi payer ma maison et pouvoir travailler autre part. Parfois, je pense à quitter le pays.
En plus des rudes conditions, il faut savoir composer avec les maladies. Paludisme, malaria, dengue, autant de situations pointées du doigt par des ONG. Pour les gens des alentours et pour les mineurs, c'est de quoi subvenir tant bien que mal aux besoins d'aujourd'hui et pour demain. Et la majorité des exploitations minières du Venezuela et au Bolivar, ce sont des conditions chaotiques. Ce sont des petits mineurs qui utilisent du mercure et perdent 80% de l'or. Depuis 2016, les bénéfices de la revente de l'or doivent normalement entrer dans les coffres de l'État, mais malgré cette volonté du gouvernement à vouloir maîtriser ce marché lucratif, l'explosion du cours de l'or en a fait un produit très, même trop prisé. Résultat, une grande partie de la région est en proie à la violence, au trafic illicite, aux pratiques obscures. Plus de 70% de la production de l'or serait encore exportée de façon illégale. Du sport maintenant avec les finales de handball des Outre-mer à la maison du handball à Créteil. Les filles de l'US Matoury terminent la compétition avec 2 défaites. L'Arsenal et l'USC, 2 équipes de la Martinique, se sont qualifiées pour les finales ultramarines. Le résumé de Christophe Arnera. Beaucoup de pression sur la rencontre entre l'Intrépide de Sainte-Anne en Guadeloupe en bleu et l'USC Citron de Fort-de-France en Martinique en orange. Face à face, 2 équipes qui ne doivent pas perdre pour espérer poursuivre la compétition. Et à ce petit jeu, c'est la Guadeloupe qui fait la meilleure entame de match. Une première mi-temps en contrôle qui leur permet de maîtriser le score et de semer le doute dans les esprits des Feuillalais. Mais les Citronnais s'accrochent et ils ne concèdent qu'un petit point d'écart à la pause. Là, la prestation elle était correcte puisqu'on fait quand même une très bonne première mi-temps tactiquement. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'il nous a manqué plus de lucidité. On a perdu beaucoup de balles et ils en ont profité. C'est ça le handball, quoi. En seconde mi-temps, l'USC Citron retrouve son jeu et libère son potentiel. Très vite, les hommes de José Blaisès font le break et s'ouvrent le chemin de la victoire. Score final 20-15, mission accomplie pour Citron. On a pris un petit peu de temps pour rentrer dans le match, mais on a eu la victoire en clé. Après, je pense que comme c'est notre premier match, alors on a pris un petit peu de temps pour rentrer en jambe. Mais sinon, dans l'ensemble, on sent que l'équipe elle est présente. Quelques minutes plus tard, les filles de l'Arsenal abordaient leur second match face aux Guyanaises de Matoury en toute sérénité. Sur le papier, les Robertines étaient bien plus fortes. Mais sur le terrain, les filles de Laurent Cariel se sont laissées prendre à quelques maladresses qui ont permis aux Matouriennes de rester au contact. On a été un peu plus satisfaite de notre prestation, en tout cas aujourd'hui, malgré la défaite, malgré le nombre de buts d'écart. On reste satisfaite de nous. Il y a encore du travail, il y a beaucoup de travail même, mais c'est un bon début. On aurait pu, dès la première mi-temps, exploser le match. On l'a rendu difficile parce que perte de balle, duel tir au gardien raté. Maintenant, ça nous a permis de nous remobiliser dans les vestiaires. Il a fallu que les vestiaires tremblent un tout petit peu pour pouvoir faire en sorte que l'équipe se remette à jouer comme elles ont l'habitude. De retour des vestiaires, l'Arsenal retrouve son jeu et finit par éteindre tous les espoirs guyanais. Elle s'impose sans difficulté 23-11. Ce match a été très important, très difficile en première mi-temps, mais on a su gérer comme d'habitude et on a su avancer et voilà. On n'a jamais surestimé l'adversaire et là, Matoury nous a présenté un beau jeu. Il nous a mis en difficulté, surtout sur les pivots. Donc non, c'était un match, on l'a pris au sérieux comme les autres matchs. Les filles de l'Arsenal se qualifient pour la finale ultramarine prévue ce mercredi, tandis que les garçons doivent gagner leur second match de la journée pour décrocher une place en finale. L'US Citron qui s'est finalement imposé face au Geldar. Le Geldar de Kourou va jouer ce mercredi la 3e place face aux champions de Mayotte. L'US Matoury va poursuivre son séjour avec des rencontres amicales contre des équipes de la région parisienne. Ils ont l'art et la manière de bien s'exprimer après les phases éliminatoires dans les établissements scolaires. 20 finalistes se sont affrontés mercredi dernier lors de la finale académique du concours d'éloquence au pôle culturel de Kourou, de la maternelle au lycée. Vous l'entendrez, certains ont déjà beaucoup d'aisance et d'éloquence malgré leur jeune âge pour certains. Le reportage de Jocelyne Gouache et Carl Constable. Sur la scène du pôle culturel de Kourou se joue la 4e édition du concours d'éloquence Calliope. 7 établissements scolaires participent à la manifestation.
Ce sont les finalistes qui s'affrontent. Le concours d'éloquence rassemble des élèves de primaire, des collégiens et des lycéens. Ambiance poésie, slam ou plaidoyer pour ce jeune garçon. Et sûr aux générations à venir, sinon la vie sur Terre sera compromise. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Tout petit des vannes. Élèves et professeurs ont travaillé plusieurs semaines pour présenter ce concours d'éloquence. Je me suis entraîné devant mes camarades au collège, donc le stress est parti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu le courage de le faire. C'est pas évident, je l'aurais pas fait à leur âge. Ça leur apporte de la confiance en eux. Ils gagnent en vocabulaire également. Ils sont fiers d'eux, et notamment dans le cas d'Adriano, qui est arrivé en Guyane qu'en 2017. Je crois que c'est une belle revanche sur toutes les remarques qu'il a pu avoir à son arrivée. Le jury est représenté par des enseignants, des avocats et des journalistes. Voir leur capacité à maîtriser le temps, maîtriser le public, c'est une première approche. Et surtout, chez les plus grands, au niveau des lycées, on se dit que finalement, pour le baccalauréat, encore un petit peu de travail dans les semaines qui arrivent là. Et pour certains, c'est sûr, c'est un oral qui sera réussi. Pour la plupart de ces élèves, c'était une première. Se présenter devant un public, maîtriser sa voix et son stress. Passage réussi pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info en radio dès 5h. L'info est aussi en continu sur notre site internet. Belle soirée à vous et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.